En effet, merci. On me rappelle que ça va mieux si j'ouvre le micro du Zoom. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là, donc je recommence pour vous dire bonjour à toutes et à tous en ligne. À la salle, je leur ai déjà dit bonjour. Et je suis Vincent Poitou, directeur du centre de recherche du CHUM, et très heureux de vous accueillir pour cette conférence spéciale sur la carboneutralité au CHUM, la crise climatique. Et comme premier conférencier, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Dr Stéphane Williams. Dr Williams est médecin, anesthésio-logiste au CHUM, a fait sa formation à l'Université de Montréal, médicale et de spécialité. Il est co-gestionnaire médical carboneutralité développement durable pour le CHUM. Dr Williams est venu présenter il y a quelque temps, en fait, au comité de direction de l'hôpital d'abord, puis au comité scientifique, au CRCHUM ensuite, la démarche qui a été entreprise par le département d'anesthésiologie du CHUM. Vous allez voir que c'est absolument remarquable et ça nous a tout de suite, au CRCHUM, cette démarche nous a interpellés et intéressés. Et donc, dans un deuxième temps, aujourd'hui, vous aurez une présentation des efforts qui sont plus spécifiquement pour le centre de recherche. Je remercie vraiment le docteur Williams et son département pour son leadership en la matière. C'est une question dont on sait que si nous ne nous en préoccupons pas, nos enfants le font pour nous et nous le rappellent. Et d'ailleurs, le docteur Williams avait noté dans sa note biographique, et je le partage avec vous, qu'il est père de 3 enfants presque carboneutres. Alors j'espère que vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Moi aussi, j'en ai 3, mais ils sont très préoccupés par ça, mais je ne pense pas qu'ils aient encore atteint la carboneutralité, mais ils y travaillent. Alors merci beaucoup et je vous laisse la parole. Alors, c'est moi qui vous remercie pour la belle introduction, puis à vous de m'écouter ce midi. Vous parlez de crise climatique, santé et CHUM, CRCHUM, carboneutre. Alors, dans les 30 prochaines minutes, on va parler de la crise climatique, sa genèse et son impact santé, de la carboneutralité comme solution à la crise climatique, puis finalement de l'intégration de la carboneutralité dans la mission et la culture d'amélioration du CHUM et du CRCHUM. Alors, la carboneutralité, c'est quelque chose qui a été intégré à la mission du CHUM, CRCHUM depuis décembre dernier. Alors, on vise à être carboneutre avant 2040, sans compromis pour la qualité des soins aux patients, évidemment. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'est parce qu'on s'est fait assez rappeler que la crise climatique est la menace numéro 1 à la santé du 21e siècle. Il y a entre autres un éditorial qui est sorti simultanément dans 230 revues médicales l'automne dernier. C'était impossible de le manquer, le message. Alors, on s'est dit qu'il faut cesser, bon, c'est un petit peu, il faut cesser de créer les malades de demain en soignant les malades d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que Dr Brunet a répété dans son entrevue avec la presse il y a quelques semaines. Alors, par crise climatique, de quoi on parle? On parle du réchauffement extrême et destructeur du climat de la Terre via l'accumulation de gaz à effet de serre des humains dans l'atmosphère. La Terre, je vous le rappelle, c'est un équilibre thermique délicat. Presque toutes les entrées d'énergie nous proviennent du Soleil, puis 100% des sorties sont par radiation dans le vide de l'espace. Entre les deux, il y a les gaz à effet de serre. C'est des composants gazeux de l'atmosphère qui absorbent et redirigent la chaleur vers la surface, puis réchauffent quand même de beaucoup la température de la Terre. On a une belle étude de cas contrôle dans notre système solaire, un même niveau d'irradiation solaire. Donc, je vous rappelle, ça, c'est toutes les entrées d'énergie essentiellement. La Lune, sans gaz à effet de serre, température moyenne, moins 18. Puis la Terre, effet gaz à effet de serre, température moyenne, plus 15, peut-être plus 16 maintenant. Donc, ce qui est certain, c'est qu'une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça mène inévitablement à une augmentation de la température de la Terre. Puis les principaux gaz à effet de serre, c'est l'eau, le CO2, le méthane, les gaz fluorés, puis le protoxyde d'azote. Malheureusement, c'est exactement ce qu'on fait, surtout depuis une centaine d'années. Les niveaux de gaz à effet de serre augmentent de façon disproportionnée. Je ne sais pas si je peux baisser cette partie-là à l'intérieur. Non, c'est ça. Ouais, sinon, non.
Et normalement, on peut cacher là-bas. Pas quitter, hein? Voilà. Masquer les commandes flottantes. Là, Ah oui, c'est masquer les commandes. Voilà. Voilà. OK. Donc, depuis 100 ans, on fait monter beaucoup les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pourquoi on fait ça? On le sait depuis plus de 60 ans que ça va créer une crise climatique. Mais notre cerveau n'a pas évolué pour répondre à ce type de menaces-là. Nous, on répond efficacement à des menaces qui sont personnelles, qui sont abruptes, qui sont immorales selon nos schèmes, puis qui sont tout de suite. Là. Si on veut penser même 20 ans en avance, notre cerveau n'est pas fabriqué pour ça. La crise climatique, c'est rien de ça. C'est une menace qui est impersonnelle. C'est des changements qui sont lents à l'échelle humaine, malgré qu'ils sont très rapides à l'échelle géophysique. La moralité de nos groupes est mal adaptée à ce type de menace-là. Puis, les échelles de temps qui dépassent notre propre norme, ça déclenche des mécanismes de défense qui font qu'on veut penser à tout sauf ça. Alors, le résultat de ça, c'est que les gaz à effet de serre sont à des niveaux imprudents. Ici, on a une échelle sur presque 1 million d'années, puis on voit que les concentrations de gaz à effet de serre qu'on a en ce moment, c'est du jamais vu depuis bien avant l'existence même d'Homo sapiens. Le résultat de ça, c'est un réchauffement planétaire qui est déjà facilement mesurable. Donc, on a environ 140 ans de données de température fiables. Puis c'est facile de voir un réchauffement de plus de 1 degré dans seulement ces 140 années-là. Jusqu'à où ce réchauffement-là va se rendre? Bien, ça dépend. Ça dépend de nos émissions futures de gaz à effet de serre. Si on en émet beaucoup, il va faire très chaud. Si on arrête d'en émettre, la température va se stabiliser. Bon, ça nous amène à 2018. Maintenant, il fait un petit peu plus chaud que ça encore. Le résultat de ce réchauffement-là, si on ne fait rien, ça va être une augmentation considérable d'ici pas tellement longtemps, ça c'est 2070, des régions complètement inhabitables de la Terre par l'humain. Donc, par température moyenne trop élevée, manque d'eau, incapacité de faire une agriculture suffisante. C'est des milliards de gens qui habitent dans ces zones-là qui vont devoir aller vivre ailleurs. On parle d'une acidification et une hypoxie de tous les océans de la Terre. Si le CO2, particulièrement, continue d'augmenter comme il augmente en ce moment, on va se rendre à plus de 0,4 points de pH, une acidose respiratoire sévère des océans, puis des océans qui contiennent aussi moins d'oxygène pour la vie. Il va y avoir une augmentation du niveau de la mer, qui elle aussi va dépendre de l'augmentation de la température. Dans un scénario no change, des villes côtières, là, ici l'exemple c'est Boston, sont fortement affectées d'ici 2100. Puis dans un scénario où tout fond, comme c'est déjà arrivé dans le passé géologique lointain de la Terre, puis ça peut arriver encore, mais là, c'est la vallée du Saint-Laurent, toutes les terres fertiles, l'agriculture, les endroits où on vit qui finissent sous l'eau. Donc, c'est pour tout ça et bien d'autres raisons encore que l'OMS déclare la crise climatique comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Ça mène évidemment à une mortalité directe, une augmentation des maladies infectieuses, mais surtout une dégradation des déterminants les plus fondamentaux de la santé, c'est-à-dire de l'air propre, de l'eau douce potable, la nourriture, un endroit où vivre, sans parler des conflits qui vont découler de tous ces changements-là. Alors oui, on fait face en ce moment encore à une pandémie, il va en avoir d'autres. Il va y avoir des guerres, souvent financées par les mêmes énergies fossiles qui créent la crise climatique en grande partie. Mais la menace la plus grande, la plus universelle pour les humains et la planète, c'est la crise climatique. Donc, la sévérité de la crise va être proportionnelle à nos émissions de gaz à effet de serre. Là, une fois qu'on se met à penser à ça, on réalise que la solution à la crise climatique, c'est la carboneutralité. C'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à ce qu'on arrive en équilibre avec les mécanismes de résorption qui existent. C'est faisable d'ici les 50 prochaines années si on déploie des efforts suffisants. C'est pour ça qu'on voit des grandes institutions, des grandes compagnies, des pays, des groupes de pays
viser maintenant la carboneutralité. Donc, on ne parle pas de réduction d'un certain pourcentage, on parle d'arriver à 0. D'ici 2020, il y en a qui l'ont déjà atteint, dépendant de comment on le définit. Il y en a qui visent 2030, 2040, jusqu'à 2060. Ford, pour vous donner un exemple d'une compagnie qui n'est pas traditionnellement super éco-friendly, construit une nouvelle usine maintenant, est d'emblée conçue pour être carboneutre, zéro déchet. C'est intégré dans leur culture. De la même façon, en santé, on a une littérature qui se développe qui nous dit qu'il faut créer des systèmes de santé qui vont aussi être carboneutres. On a un exemple d'un grand système de santé, le NHS en Grande-Bretagne, qui a déjà un plan depuis 2020, un vrai plan, avec des mesures de GES, des jalons annuels, des cibles qui sont agressives mais réalisables, puis qui mènent à un NHS carboneutre vers 2040. Ils ont un budget important qu'ils déploient à chaque année pour réaliser ça, puis ils n'hésitent pas à l'investir parce qu'ils voient les économies rentrer très peu de temps plus tard. Ils ont plus de 200 personnes qui travaillent à temps plein à créer le NHS carboneutre. Ça, je vous montre rapidement leur plan de décarbonisation de la santé. Alors, vous voyez qu'ils touchent à beaucoup d'aspects des émissions de leur système, puis ils se donnent des cibles par sous-groupe, puis en rencontrant leurs cibles dans chaque sous-groupe, ils arrivent à 0 entre 2040 et 2045. Donc, ce qu'il y a de vraiment bien avec la carboneutralité, c'est qu'on le voit, c'est atteignable avec les technologies existantes. Ça a des impacts très positifs sur la qualité de vie. Puis globalement, ça résulte dans des économies de l'art versus le statu quo. C'est pour ça, entre autres, que le Canada aussi est un des 50 pays qui s'est engagé à créer des soins de santé carboneutres d'ici, je pense qu'on dit 2050. Parce qu'au Canada, je vous le rappelle, la santé, c'est plus de gaz à effet de serre, même qu'un secteur avec raison considéré fortement émissif, le transport aérien, quand même beaucoup plus. Puis seulement les hôpitaux au Canada, ça génère plus de GES que tout le transport aérien domestique. Donc, ce qu'on fait maintenant, puis ce qu'il faut arrêter de faire, c'est soigner en polluant. Alors, comment on fait pour devenir carboneutre? Mais le système est toujours le même, peu importe dans quel domaine on est. Il faut mesurer nos émissions. Il faut ensuite les réduire au maximum. Puis ensuite, le peu d'émissions qui restent, c'est là qu'on commence à penser à compenser. Alors, dès 2022, il s'est créé au CHUM un comité stratégique avec seulement 4 personnes. Le directeur général adjoint aux affaires administratives, donc les finances, le directeur des services techniques, donc celui qui fait fonctionner le bâtiment puis qui s'occupe des matières résiduelles, etc. Le directeur des appros, parce que vous allez voir une grande partie de nos émissions viennent de nos achats. Puis un représentant du corps soignant qui est moi cette année. On est en train maintenant de faire le premier bilan GES institutionnel, c'est CHUM, CR-CHUM combiné. Ça devrait être prêt fin cette année, début de l'année prochaine. Il y a une campagne d'information, communication à l'interne externe à laquelle on participe aujourd'hui. Puis les premiers gestes payants pour diminuer les GES au CHUM, CR-CHUM sont déjà en cours. Alors, ça a l'air de quoi un bilan GES? Là, je vous le présente pour le CHUM. Ça se divise en 3 scopes. Le scope 1, facile, les émissions directes, donc des gaz à effet de serre qui sortent de nos bâtiments, de nos véhicules, dont on est vraiment ultimement les seuls responsables, puis il n'y a personne qui va régler ces émissions-là à part nous. Au CHUM, c'est beaucoup le chauffage au gaz naturel, fossile, qui a été choisi quand le CHUM a été construit. Ça, c'est beaucoup d'émissions. Il va falloir changer ce système-là. C'est les gaz anesthésiques que je vais vous le montrer tantôt. Ça peut quand même être responsable de beaucoup d'émissions aussi, ou ça peut être responsable de très peu d'émissions si on prend en compte ces émissions-là puis on ajuste notre anesthésie en conséquence. On a 2 camions qui fonctionnent aux énergies fossiles qu'il va falloir changer, puis on a des fuites de gaz réfrigérants, donc il faut tenir compte à chaque année. Le scope 2 et le scope 3, c'est les émissions indirectes, soit reliées à l'achat d'énergie, scope 2, soit reliées à tous les autres achats qu'on fait, scope 3, et même vous allez voir d'autres catégories qui ne sont pas directement des achats. Donc, c'est toutes les autres
émissions indirectes reliées aux biens et services qu'on se consomme pour pouvoir faire ce qu'on fait. C'est les émissions directes des gens qui nous fournissent des biens et des services. Tantôt, c'était 15 catégories. Là, c'est 16 parce qu'il y a une catégorie autre. Mais il y a 16 catégories, certaines qui s'appliquent moins à des centres comme nous, mais je peux porter votre attention sur l'achat de produits et services, les déplacements professionnels, les déplacements à domicile-travail, puis les déchets, la gestion des déchets qui suscite surtout initialement toujours beaucoup d'intérêt. Alors, tout ça, ça se mesure dans le bilan Scope 3 de l'institution. Puis, les données GES spécifiques sont bien définies pour quelques biens et services. Par exemple, si vous venez travailler dans une automobile fossile, bien, elle consomme tant, elle fait tant de kilomètres, puis un litre d'essence, c'est tant de GES. Donc, c'est facile à compter de façon précise. Mais par contre, les données GES spécifiques ne sont pas disponibles pour la majorité des biens et services qu'on consomme. Je vous ferai une analogie avec l'étiquette de nutrition. Si on achète une barre tendre, c'est écrit derrière combien de glucides, de protéines, etc. la barre contient, mais l'équivalent GES n'existe pas encore pour les produits et services qu'on consomme. On ne sait pas pour la majorité de nos produits combien de CO2, combien de méthane, N2O, etc. a été généré dans toute la chaîne pour l'amener jusqu'à nous, ce produit-là. Donc, on fait des approximations des GES pour la majorité des biens et services qu'on consomme en utilisant plusieurs options, le coût dollar, le poids, la matière et l'origine, ou des analyses de cycle de vie de certains produits. La méthodologie basée sur des dollars et des valeurs moyennes de GES par catégorie. Je vous fais un exemple, mettons les médicaments, 370 kg de CO2 équivalent par 1000 $ d'achat. C'est la méthode qui a été retenue pour faire la majorité du bilan Scope 3 au CHUM. C'est une méthode qui est largement utilisée pour quantifier les émissions Scope 3 de moyennes, grandes et très grandes organisations. Donc, ça va nous donner des chiffres qu'on peut comparer aux autres qui font la même chose. Les coûts dollars sont déjà quand même très bien comptabilisés. On est habitué de compter des dollars, contrairement aux émissions. Puis, les données pour les calculs sont facilement disponibles. Tantôt, je vous ai donné l'exemple de l'étiquette nutritionnelle, mais peut-être qu'un meilleur exemple encore, c'est l'étiquette dollar. C'est rare qu'on achète un produit et on ne sait pas combien il coûte. Ça fait longtemps qu'on est habitué de compter ça. Le point négatif de l'utilisation de valeur dollar, c'est mal adapté à des produits peu chers, mais qui sont des hotspots. Par exemple, un inhalateur doseur pour donner un médicament par inhalation. Le gaz propulseur est un GES très puissant. Donc, l'inhalateur doseur coûte presque rien, mais ça génère beaucoup d'émissions. Ça, c'est mal mesuré dans des moyennes par dollar. C'est mal adapté à des produits, au contraire, qui sont très chers, mais peu émissifs. Alors, certains instruments de précision, certains devices médicaux comme un pacemaker, ça coûte très cher en dollars, mais ça ne génère pas tant que ça de GES. Ce n'est pas toujours un bon guide pour l'action. Par exemple, on peut avoir à choisir entre un produit réutilisable plusieurs fois et qui finalement coûte la même chose qu'un produit uniservice qui génère, lui, beaucoup plus de GES, mais la méthode de dollar, elle ne va pas nous permettre de facilement faire un choix entre ces deux produits-là. Sinon, il existe des tables pour le Scope 3 moyen d'un matériel selon son poids et son origine. Donc, on peut avoir une méthodologie poids aussi où on regarde la composition de ce qu'on a, puis on peut estimer sa valeur en GES. Un exemple pour les États-Unis, le EPA a un système qui s'appelle WARM. Puis lui, il va nous dire qu'en moyenne, quelque chose qui est fabriqué en verre, c'est 7,8 kg de CO2 équivalent par kilogramme de matière. On peut faire ça pour toutes les substances qu'on utilise pour fabriquer des biens. Ça permet des calculs relativement rapides des GES associés à du matériel simple, surtout. Ça permet de quantifier aussi des réductions indépendamment des dollars. Alors, si on choisit un nouveau produit qui est fait de façon très semblable, mais qui contient tout simplement moins de matériel, mais on peut changer ça facilement en GES pour générer des économies non seulement poids de déchets, mais GES aussi. Puis, par contre, ça ne tient pas compte des efforts des fournisseurs pour diminuer l'intensité des émissions d'un matériel, à moins qu'eux, ils nous fournissent des infos. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que c'est fabriqué en tel type de plastique ou en verre,
à moins qu'ils nous le disent qu'eux, ils ont pris du verre recyclé ou qu'ils ont utilisé des énergies renouvelables pour produire le produit. On ne le sait pas avec cette méthode-là. On a besoin d'une correction aussi pour tenir compte de la disposition du matériel qui peut affecter finalement sa valeur de GES sur tout son cycle de vie. C'est moins bon pour des services, par exemple des gaz à effet de serre associés au retraitement d'un dispositif par la réutilisation. Là, il n'y a pas de matière, donc le calcul des GES doit se faire autrement. Sinon, une troisième méthode qu'on voit beaucoup, c'est l'analyse de cycle de vie. Ça, c'est une évaluation très exhaustive des impacts environnementaux, plus que seulement les GES d'un bien ou d'un service. Par exemple, pour un bien, on ferait l'inventaire à partir de l'extraction de la matière première, sa transformation, les procédés manufacturiers, la distribution, l'utilisation, jusqu'à la disposition, le cycle de vie. On voit pourquoi ça s'appelle ça, d'un produit. C'est un très bon guide pour mesurer et améliorer l'impact environnemental d'un produit. Donc, un manufacturier qui mesure son analyse, par analyse de cycle de vie, l'impact de son produit, il va voir où il doit changer, lui, ses processus pour baisser ses GES. Ça permet la comparaison de produits si la méthodologie est semblable d'un produit à l'autre. Par contre, évidemment, vous voyez toute la complexité de mesurer un produit de sa naissance jusqu'à sa mort. À un moment donné, il faut limiter le scope, puis selon les méthodes, on ne le limite pas toujours exactement à la même place. Donc, on peut avoir des biais méthodologiques qui sont introduits selon les limitations qu'on impose à notre analyse. Ça s'applique qu'aux conditions étudiées, donc c'est rarement généralisable. Si l'étude a été faite en Australie où l'électricité est très sale, ben, elle ne donnera pas nécessairement le même résultat qu'au Québec où les GES par kilowattheure sont très faibles. Puis, le plus gros problème de l'analyse de cycle de vie, c'est que ça n'existe tout simplement pas pour la vaste majorité des biens et services qu'on consomme. Donc, une affaire qui n'existe pas, ben, on ne peut pas s'en servir pour choisir. Le scope 3, ça vaut quand même la peine de le mesurer parce que c'est presque toujours, puis je vais vous montrer quelques exemples bientôt, la plus grosse part d'un bilan GES. Ça encourage la sobriété ou des changements de consommation de biens et services quand on voit les chiffres sortir. Ça met en perspective des sources d'émissions indirectes. J'ai parlé tantôt de la gestion de la matière résiduelle. Vous allez voir que ça occupe souvent une très petite partie d'un bilan GES, finalement, quand on le compare à d'autres sources d'émissions. Ça permet de mettre la pression aussi sur les fournisseurs, ultimement, une fois qu'on a fait le ménage que nous, on peut faire dans nos choix. Bien, ultimement, il faut se tourner vers eux. Puis j'avais vu ça dans le plan du NHS aussi, là, le dernier 20 il venait de là, de la réduction. Dire, vous, fournisseurs, fournissez-nous quelque chose de plus propre pour que nous, on fasse notre travail. Alors, j'ai des bilans partiels que je voulais vous présenter. Je n'ai pas les données du CRCHUM encore, évidemment, mais j'ai un institut de recherche que je peux vous montrer, puis un CIS, un institut de système de santé local. Donc, l'INRS ont fait un bilan il y a 2 ans. D'ailleurs, si vous voyez, c'est un travail de maîtrise qui a généré leur bilan GES, donc une petite idée que je lance. Puis eux, ce qu'ils ont fait le scope 1, les émissions directes, facile à mesurer. Ils ont fait le scope 2, émissions indirectes reliées à l'énergie, facile à mesurer aussi. Puis ils ont regardé dans le scope 3, vous vous rappelez, il y avait 15 catégories, ils ont regardé seulement les déplacements et les déchets. Donc, ils ont fait 2 des 15 aspects du scope 3. Puis leur résultat, c'est que leur scope 3, en considérant seulement ces 2 aspects-là, il est déjà égal à leur scope 1 et 2. Donc, c'est à peu près 50-50, si on regarde les chiffres, entre le scope 1, le chauffage, l'électricité, puis le scope 3, qui est tout le reste. Puis si vous regardez dans le scope 3, la plus grande part revient au déplacement et non aux déchets, qui sont le petit bleu à 3 % ici. Puis si eux sont allés creuser un petit peu plus dans les déplacements pour voir s'il y avait des hotspots, puis ils en ont trouvé un. Les déplacements, ce n'est pas les déplacements pour venir travailler qui causent problème à l'INRS, c'est les déplacements en avion. Donc, vous voyez le pie chart à droite. La partie bleu pâle, c'est les GES générés par leur voyage en avion. Puis tout le reste, c'est les voyages qu'ils ont fait pour tout le reste de leur travail. Puis en très petit à droite, vous voyez une barre orange qui dépasse de loin toutes les autres.
Mais ça, c'est les avions que les professeurs et chercheurs ont pris versus tous les autres types d'étudiants et employés. À l'INRS, c'est les professeurs et les chercheurs qui prennent le plus l'avion et qui génèrent le plus de GES associés au transport. Je vous montre maintenant le CIS de Laval. Donc là, c'est plus un système de soins, moins un institut de recherche. Eux, ils ont fait l'an dernier leur scope 1, leur scope 2. Ils ont fait une partie du scope 3, ils ont fait les achats médicaux plus l'alimentation, donc une partie de l'achat des biens et services, les déplacements et les déchets. Donc, on a 2,5, si on veut, des 15 post-scope 3. Puis leurs résultats sont encore plus frappants pour parler des scope 3. C'est environ 90 de leurs émissions qui étaient dues à leur scope 3 ici. Eux sont déjà loin dans la décarbonation de leur chauffage, etc. Donc, leur scope 1 est faible. Le scope 2, l'électricité d'Hydro-Québec est relativement propre, donc leur scope 2 est faible aussi. Mais si vous regardez leur scope 3, la plus grosse source d'émissions, c'est encore les déplacements, mais ici, ça devient les déplacements domicile, travail des employés, je vous le rappelle. Puis, je suis désolé s'il y a des gens ici qui viennent de Laval, mais la méthode pour se déplacer à Laval, c'est l'automobile fossile solo. C'est la partie grise dans ce graphique-là qui est un pourcentage 0 à 100 des déplacements. Le transport actif, c'est embryonnaire. Le transport en commun, très, très faible proportion des gens. Puis c'est ça qui fait que leur bilan GES transport est aussi élevé là-bas. On ne déménage pas à Laval, puis on ne travaille pas à Laval pour prendre l'autobus, ni pour prendre son vélo pour aller travailler. Sinon, des postes très importants, l'achat des médicaments, 13 des GES du 6. L'alimentation, 11 des GES du 6. Puis là aussi, il y a des hotspots qu'on peut régler. Donc, en ayant les chiffres, bien, ça nous donne des idées sur qu'est-ce qu'il faut régler de façon prioritaire. Ce n'est pas nécessairement la même chose quand on mesure le scope 3 d'un institut de recherche et d'un système de soins. On voit aussi qu'il y a des obstacles à la carboneutralité qui sortent très rapidement. Le plus gros obstacle, c'est que les institutions ne sont pas conçues pour être net zéro. Quand on a construit ce nouveau CHUM, CR-CHUM-là, ce n'était même pas une considération dans les plans et devis d'émettre le moins de GES possible. En fait, on aurait voulu faire des bâtiments qui émettent le plus de GES possible, qu'on aurait eu de la misère à faire mieux que ce qu'on a fait. Les soignants, l'administration, les chercheurs, on n'est pas formés pour considérer les émissions de GES dans nos décisions. Donc, c'est pour ça qu'on a des résultats comme ça. On a une dépendance très importante sur le matériel et les services. On s'est habitué à travailler avec ça. Puis, on a une absence de données fines, comme on en a parlé plus tôt, pour calculer et réduire les GES scope 3, qui ne nous empêche pas quand même d'agir, mais ça serait mieux si on en avait plus. Malgré tout ça, on connaît les gestes payants pour diminuer les gestes au CHUM-CR-CHUM. Il faut s'éloigner des énergies fossiles pour chauffage, transport, etc. Gros émetteurs. Il faut améliorer des points chauds dans nos émissions, comme certains médicaments, les gaz anesthésiques, je vais vous montrer dans un instant, les inhalateurs doseurs, on vient d'en parler, certains aliments, dont la viande de ruminants, beaucoup de méthane émis, le chocolat, le café, si pas bien produit, beaucoup de GES potentiellement. Il y a moyen de faire ces choses-là en générant beaucoup moins de GES, mais si on ne s'en préoccupe pas, beaucoup de GES associés à ça. Une diminution des autres émissions du scope 3, bien là, ça dépend beaucoup de chaque secteur. Alors, ça nous prend la collaboration du corps soignant, des chercheurs, des employés pour déterminer, nous, vous, où sont nos plus grosses sources d'émissions, puis qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour diminuer ces sources-là. Finalement, bien, il faut minimiser et valoriser les matières résiduelles, surtout en réduisant les matières résiduelles, mais en instaurant aussi du vrai recyclage puis du compostage. Ça, c'est une nécessité. Tantôt, j'ai dit que l'obstacle numéro 1, c'était qu'on n'était pas conçu net zéro, mais finalement, on n'est pas conçu net zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est arrêter d'éviter de penser à la crise climatique, puis intégrer la carboneutralité dans la culture d'amélioration du CHUM et du CR-CHUM.
Donc, je vous donne un exemple de diminution de GES qui a eu lieu dans les 5 dernières années, les émissions reliées au gaz anesthésique du CHUM. Alors ça, c'est un audit de 2017. En 2017, nos émissions Scope 1 d'anesthésie, c'était plus de 3 350 tonnes. Ça coûtait cher, c'est des gaz anesthésiques, nos émissions Scope 1. Puis pour compenser ça, ça aurait été encore plus cher. Quand on regardait d'où venaient ces GES-là dans tous les gaz qu'on utilise, il y a un gaz de desflurane qui était responsable dans notre pratique pour la vaste majorité des GES. Pour compenser nos émissions en 2017, il aurait fallu créer l'équivalent de 10 nouveaux parcs du Mont-Royal. Alors, clairement, notre pratique à ce moment-là était unsustainable, puis il fallait diminuer nos émissions. Alors, entre 2017 et 2022, il y a eu une série d'actions qui ont été posées, plusieurs présentations scientifiques, une évolution dans nos choix d'agents pour l'anesthésie générale, un nouveau CHUM avec des nouvelles machines qui sont beaucoup plus performantes pour diminuer la quantité de gaz nécessaire pour faire une anesthésie équivalente. Des pompes maintenant qui permettent de faire une anesthésie avec seulement des agents intraveineux sans avoir recours au gaz anesthésique du tout. Puis, depuis cette année, la recapture des gaz anesthésiques avant qu'ils sortent par la cheminée de l'hôpital. Donc, du desflurane, en ce moment, il n'y en a plus qui est émis par la cheminée du CHUM. Le résultat de ça, premièrement, c'est une diminution très importante des coûts associés au gaz anesthésique au CHUM. Alors, on a une diminution de plus de 80% des coûts absolus, même si les gaz coûtent plus cher qu'ils coûtaient il y a 5 ans. Mais nous, on consomme pour 100 000 $ de gaz maintenant plutôt que 540 000 il y a 5 ans. Surtout, il y a une diminution très importante des GES associés à notre pratique. Donc ça, c'est la quantité absolue de GES, diminution de plus de 3 000 tonnes en 2017, puis nos projections pour cette année. Puis, ce n'est pas seulement parce qu'on fait moins d'anesthésie. En fait, on fait autant d'anesthésie, on n'a pas arrêté de travailler. Par heure d'anesthésie aussi, on voit qu'on était environ à 60 kg de GES en CO2 équivalent émis par heure d'anesthésie. Puis cette année, on devrait être autour de 3 kg. Donc, une diminution très importante de l'intensité des GES pour faire le même travail anesthésique ou même, moi je dirais que l'anesthésie qu'on fait aujourd'hui est meilleure que celle qu'on faisait en 2017. Donc, si on résume tout ça, la crise climatique, c'est le réchauffement extrême et destructeur de la Terre par l'humain via l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est la menace numéro 1 à la santé du 21e siècle pour les raisons qu'on a vues. La sévérité de la crise climatique elle va être proportionnelle à nos émissions de GES. La solution à la crise climatique, ça va être de devenir carboneutre, de mesurer, diminuer et compenser nos émissions jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre avec les mécanismes de résorption. La carboneutralité au CHUM, c'est en CHUM, dès 2022, ça veut dire des actions concrètes, la création de comités carboneutralité, comme on va discuter dans un instant. La mesure de GES peut être plus précise que la mesure globale que le CHUM va faire, quoique déjà, ça va être très utile. Des plans de diminution avec un focus initial sur les points chauds qui vont varier selon les secteurs. Un focus sur le matériel uniservice, prolonger la durée des appareils. La durée de vie des appareils, ça, c'est quelque chose qui m'est venu du CR-CHUM. Puis plein d'autres idées parce que c'est vous les experts de votre domaine. Il y a sûrement une littérature qui existe pour ce que vous faites sur la diminution des émissions. Donc, c'est l'expertise de chacun qui doit remonter vers le comité central puis se transformer en geste qui diminue les GES de l'institution. Alors, je vous le dis une dernière fois, là, il faut arrêter d'éviter de penser à la crise climatique. Je le dis 3 fois pour qu'on arrête d'éviter d'y penser à la crise climatique. Puis intégrer la carboneutralité dans la culture d'amélioration de la recherche, pas seulement dans les gestes individuels ou dans nos petits groupes, mais vraiment dans tous nos achats, nos procédures, nos objectifs, nos lignes directrices, puis ultimement dans nos règlements de fonctionnement. C'est des changements systémiques qui sont beaucoup plus payants ultimement. La carboneutralité en santé en recherche, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Premièrement, c'est
quelque chose qui est absolument nécessaire pour tout notre système de santé, tous les systèmes de santé, puis tous les organismes de recherche, dans quel délai? Bien, le plus rapidement possible. C'est une opportunité très importante d'innover, de rayonner, puis d'améliorer ce qu'on fait. Puis ici, normalement, je vous laisserai avec le plan du NHS, qui est un exemple d'un beau plan pour arriver à 0 GES, puis je prendrai des questions. Mais là, non, on continue avec la deuxième partie, la présentation de votre comité carboneutralité. Merci beaucoup, Dr. Williams. Vraiment fascinant et félicitations pour la démarche. Alors, je vous l'ai dit au début, c'est une démarche qui nous a beaucoup inspiré au centre de recherche parce que oui, on a des hotspots, oui, on a une animalerie avec des gaz anesthésiants, on utilise beaucoup de matériel à usage unique, on a des habitudes de transport qui sont à peu près, j'imagine, semblables à celles de l'INRS. Et donc, on a créé un comité qui travaille de manière très proche avec le vôtre. Et pour vous parler de ces travaux, je vais demander à Dr. Maryse Boulet de prendre la suite de la présentation. Merci, Maryse. Bonjour tout le monde. Je vais tenter de me situer. Non? Parfait. Je vais... Ça va? Bon, maintenant que je suis installée, je peux vous parler. Donc, bonjour, mon nom est Maryse Boulet, je suis vétérinaire à l'animalerie du CHUM. Je vais vous parler de notre tout nouveau comité de carboneutralité du CHUM. Tout nouveau, mais pas sans ambition. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons été très inspirés par les travaux du comité de carboneutralité du CHUM, par les présentations de Dr. Williams, et nous y avons calqué notre vision globale, c'est-à-dire que nous n'avons pas moins d'ambition que de devenir une référence pour la réduction proactive des GES au Québec pour les centres de recherche. Donc, beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs. Nous voulons absolument être carboneutres d'ici 2040. Nos actions vont se détailler en probablement 2 phases. La première étant de nous former, de savoir exactement qu'est-ce que nous pouvons et devons faire. Je le répète, nous sommes très nouveaux, nous sommes rencontrés pour la première fois il y a, je crois, une dizaine de jours. Identifier les principaux émetteurs de GES, donc quels sont les endroits où nous pouvons avoir le plus d'impact. Et évidemment, élaborer un plan d'action pour la réduction efficace de ces GES qui va passer par une émission de recommandations, par une gestion du changement qui implique tout ce que vous savez. La sensibilisation, la mobilisation de la communauté du CHUM. Faire de la publicité pour sensibiliser les gens, donner de l'information, faire des conférences. Écoutez, je suis vétérinaire, j'ai vacciné aussi pendant la COVID, donc j'ai été confrontée à cette population de patients qui est l'humain. Et je dois vous dire que l'humain est une espèce très particulière. L'humain doit pouvoir avoir la liberté de prendre ses propres décisions. Et ça, j'en suis plus consciente que jamais. Monitorer annuellement la réduction de nos GES ici au CHUM et donner une rétroaction à la communauté pour renforcer ce sentiment-là dans la population. Dans notre comité, nous avons Constantin, Céline, Éric, Julien, Stéphanie, Cathy et Janie. Donc, à nous tous, nous représentons une bonne partie, sinon la majorité des sphères de notre centre de recherche. Par contre, il nous manque de façon très cruciale un chercheur qui va pouvoir nous amener ses idées, un chercheur qui va pouvoir nous amener un peu sa perspective qui est tout à fait utile et nécessaire, puis un chercheur qui va pouvoir être ambassadeur aussi. Donc, toi, chercheur qui se préoccupe de l'émission des GES, toi, chercheur qui promouvoit l'utilisation du transport en commun, qui n'aime pas générer des déchets dans ton labo, toi, chercheur, viens et manifeste-toi.
Donc, nous sommes tout nouveaux, nous avons déjà des projets en chantier. Ici, ce projet-ci rejoint le scope 3 dont nous avons parlé il y a quelques instants, donc celui qui a le potentiel d'émettre beaucoup de GES. Donc, vous l'avez sûrement vu, l'ARTM fait présentement un sondage, sonde les gens, mais sonde aussi les employeurs qui sont de grands générateurs de déplacement, qui sont, eux, émetteurs de GES. Donc, le CRCHUM, via notre comité, s'est inscrit à ce sondage-là. Il y a plusieurs avantages. Avantages pour vous qui allez bien répondre au sondage. Si on a un minimum de temps de répondants, nos répondants au sondage sont éligibles à un prix monétaire, un tirage. Pour ce qui est de nos objectifs au comité, d'avoir rempli ce sondage-là, d'avoir un nombre minimal de participants, évidemment, va nous permettre d'avoir un portrait des habitudes de déplacement de notre communauté ici au CRCHUM, puis aussi une rétroaction sur ce qui pourrait être fait. Donc, des recommandations sur comment favoriser la mobilité durable. Aussi, pour faire un lien plus tangible avec la présentation de Dr. Williams, donc je suis vétérinaire, nous avons une animalerie, nous utilisons des gaz. Donc, un des chantiers qui va être mis de l'avant dans le comité de carboneutralité du CRCHUM, qui va affecter beaucoup l'animalerie, ça va être de voir comment on peut réduire l'utilisation de ces gaz-là. Nous utilisons principalement l'isoflurane et le CO2. Pour les utilisateurs de l'animalerie, vous êtes 300 parmi notre communauté. Vous allez voir dans le « Saviez-vous que » de novembre, déjà des informations très tangibles sur quels sont les effets de l'utilisation de ces gaz-là à l'animalerie. L'isoflurane va survivre dans l'environnement environ 6 ans, le CO2, 200 ans. Donc, les transitions, nous avons l'ambition de réduire, sinon annuler dans plusieurs sphères des activités l'utilisation de ces gaz-là, évidemment de façon très graduelle pour respecter les impératifs de la science, les impératifs des ressources aussi monétaires et autres. Par contre, je dois vous rassurer qu'il n'y a que des avantages d'un point de vue normes de pratique vétérinaire et d'un point de vue bien-être animal de suivre ces tendances-là. Pour ce qui est de l'isoflurane, nous avons rien de moins que de l'ambition de se positionner vers une utilisation quasi exclusive du TIVA chez les grands animaux, donc abolition essentiellement de l'utilisation des gaz dans les anesthésies des grands animaux. Et pour ce qui est des rongeurs, il y a beaucoup de place à amélioration. Probablement que l'isoflurane va continuer à être utilisé, mais nous n'utilisons pas assez de prémédication dans les anesthésies de rongeurs. Donc, l'anesthésie balancée va être mise de l'avant, ainsi que l'utilisation du bas débit. Pour ce qui est du CO2, c'est une méthode d'euthanasie qui a beaucoup d'effets néfastes chez les animaux. Donc, une transition vers l'abolition du CO2 se présentait à l'horizon de toute façon. Probablement que le facteur carboneutralité va tout simplement nous aider à atteindre cette transition-là plus rapidement. Nous cherchons des solutions d'euthanasie via l'utilisation des injectables et je vous rassure, nous cherchons des solutions qui n'utilisent pas nécessairement des demandes d'exemption de drogue contrôlée chez Santé Canada et qui ne seront pas coûteuses non plus. Merci. Nous sommes tout nouveaux. Nous avons déjà une adresse courriel, s'il vous plaît. Toutes recommandations, toutes suggestions sont les bienvenues, sont attendues même. Et surtout, chercheurs, manifeste-toi. OK, bienvenue à tous les deux. On va prendre les questions. D'abord, merci beaucoup, Marie. Puis félicitations au comité. C'est vraiment bien de voir que ça se met en place. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Et puis, je vais les répéter. On va peut-être commencer. Je vois que il y a des questions dans le chat. Saïd Abbas, fantastic presentation, Dr. Williams. Thank you for your leadership in this critical sphere. Mireille lance un appel aux chercheuses et aux chercheurs pour faire partie du comité. Alors, ce n'est pas vraiment des questions,
Y a-t-il des questions à ça? Oui. Très inspirant. On espère participer, pouvoir participer de mieux à ce mouvement-là. Moi, je suis la responsable d'une façon de microscopie. Et malheureusement, sur la plupart de mes microscopes, j'ai des lampes à vapeur de mercure pour regarder en forêt. Je sais qu'il y a, par exemple, il y a eu à McGill, il y a eu à l'Université de Montréal, la Centrale de notre des mouvements pour essayer de diriger aussi vers ce qu'on appelle le green microscopy. J'aimerais savoir si dans ce que vous faites, parce qu'en fait, ça coûte très cher d'éliminer les lampes en mercure. Et j'aimerais savoir s'il y aurait une possibilité d'avoir à un moment donné des fonds ou de l'aide pour aider la communauté à transférer vers des méthodes plus carbonées. Alors, c'est Aurélie, responsable de la plateforme de microscopie au CRCHUM, qui nous partage sa préoccupation avec le fait que la plupart des microscopes sont équipés de lampes au mercure, que certaines institutions ont des démarches qui visent à passer à une microscopie verte et qui demandent s'il y aura des fonds disponibles. Je vais peut-être répondre, je vais répondre sur les fonds. Parce que, écoute, je pense qu'il faut laisser. Je n'ai pas de réponse ni oui ni non. Je pense qu'il faut laisser le comité travailler pour déterminer quel est l'impact réel de tout ce qu'on fait, y compris ce que tu dis, qui est un très bon point, de décider ou de proposer les priorités d'action. Puis ensuite, écoute, si on le fait, on va aller on va aller jusqu'où on peut aller avec les fonds qu'on a. Mais c'est sûr que les secteurs d'émissions qui seront jugés les plus prioritaires à corriger, bah, on va se débrouiller pour trouver des fonds pour les corriger. Donc, c'est une réponse un peu générale, mais je ne peux pas te dire plus précisément pour l'instant. Vas-y. Alors, premièrement, merci pour la question qui est très pertinente d'une perspective environnement, développement durable. Mais je devinerais que d'une perspective GES, carboneutralité, il n'y a pas un gros enjeu entre la lampe de mercure puis la lampe, les autres alternatives. C'est plus dans une perspective pollution, substances toxiques, gestion des matières résiduelles, qui sont toutes des choses super importantes aussi. Puis, quand on parle de carboneutralité, on vient englober beaucoup de préoccupations environnementales, mais on ne vient pas englober toutes les préoccupations environnementales. Puis, si j'ai à deviner, juste en termes GES, là, ça ne sera peut-être pas le meilleur levier pour changer ces lampes-là, même si je comprends que c'est mauvais d'avoir des lampes au mercure. Ça, c'est une réflexion très intéressante. C'est une leçon que moi, j'ai vraiment apprise grâce à vous, en vous écoutant et puis en commençant. C'est qu'on se fixe sur des choses qui nous heurtent nous-mêmes et qui ne sont pas forcément les plus importantes. Moi, ça m'énerve de voir des couverts en plastique à la cafétéria, mais vous ne savez pas à quel point. Sauf qu'il suffirait peut-être que j'annule un voyage dans un congrès par année, puis je pourrais manger avec une fourchette. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas les données, mais je veux dire, je pourrais manger avec une fourchette en plastique tous les jours pendant une année, là, j'imagine, pour un voyage en avion. Donc, je pense que c'est là où la démarche rigoureuse, basée sur des données, est super importante et la vraie mesure de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quel va être l'impact, puis jusqu'où on va. De manière à effectivement pas se laisser brouiller par des impressions ou des choses qui sont beaucoup moins objectives. Alors, d'autres questions? Il y a une question de Nabil Naïm. Est-ce qu'il est possible, facile, de quantifier chaque source d'émission de GES au CHUM? Ça va être une question pour Dr Williams, je suppose. Alors, la réponse à ça, est-ce que c'est facile de quantifier chaque source d'émission au CHUM? C'est oui, pour certaines sources, quand même assez facile. Combien on achète de gaz naturel, de gaz métro à chaque année? C'est extrêmement facile d'avoir ces chiffres-là, puis de les transformer en GES. Puis non, pour certains autres aspects du scope 3, comme vous avez vu, c'est très vaste, le scope 3. Ça touche à beaucoup de choses.
il manque beaucoup de données. Alors, les données vont être forcément incomplètes tant que, comme société, on n'aura pas été à un niveau plus élevé, dire, OK, maintenant, c'est important de connaître les émissions d'un produit qu'on achète, puis d'en arriver un petit peu, comme j'ai commencé à discuter, à l'étiquette GES pour un produit ou un service. Ça va être impossible pour le CHUM de faire des analyses de cycle de vie des 10 000 produits qu'ils achètent pour déterminer dans nos conditions locales combien de GES ça génère. Il va falloir y aller avec des estimés, avec des règles générales, comme en général, c'est mieux le réutilisable que le jetable. C'est mieux un produit qui comprend moins de matériaux que plus. Dans une certaine mesure, c'est moins important, mais un produit qui vient de moins loin, c'est moins de GES qu'un produit qui vient de plus loin, etc. OK, merci. Une question de Hélène Héon qui demande est-ce que nos Aude vétérinaire qui demande est-ce que nos habitudes électroniques ont un impact important, courriel, photo, Teams, etc. Donc, toute la gestion électronique des données, c'est associé à du matériel, premièrement, qui a une durée de vie pas zéro, puis qui a une empreinte GES. Puis ça associé aussi à une utilisation d'énergie qui peut être plus ou moins propre, dépendant de sa source. Alors, définitivement, toutes ces habitudes-là, c'est pas comme un papier qu'on voit et qu'on jette, puis on dirait qu'on n'est plus fait pour penser à ça. Mais ça peut avoir un impact qui est des fois plus grand, des fois moins grand que la feuille de papier. Oui. Et merci. Est-ce qu'il y a, je ne vois pas d'autres questions sur le... Ah, si, attends, excusez. Annie Bazinet demande, pouvez-vous expliquer comment vous pouvez parler d'enfants carboneutres? Donc, non, c'est pas des enfants virtuels, c'est pas des enfants à papier, mais c'est des enfants qui sont élevés dans une optique où on leur en parle de la crise climatique, on leur en parle de gaz à effet de serre, on leur explique qu'acheter une bébelle, c'est générer des gaz à effet de serre, puis que d'en acheter moins ou de l'acheter usagé ou de ne pas l'acheter ou de ne pas prendre l'avion 4 fois par année comme leur ami, mais une fois par 4 ans, ben, c'est une façon très, très efficace de diminuer leur impact GES. Donc, on n'a pas besoin de ne pas avoir d'enfants pour générer peu de GES, dépendant de comment il est élevé, puis où il naît. Un enfant, ça peut générer très peu ça peut générer une demi-tonne de GES par année ou ça peut générer 50 tonnes de GES par année. Excellente présentation. Je continue. Excellente présentation, merci. Je travaille chez Stryker et j'aimerais savoir ce que les fournisseurs de matériel médical peuvent fournir pour faciliter votre analyse d'impact GES. C'est qui? Allez, Stelman. Alors, le Stryker nous pose une question pour qu'on parle de Stryker. Mais c'est OK, parce que Stryker sont pionniers dans la récupération de matériel médical et particulièrement chirurgical uniservice. Donc, je ne vous fais pas une annonce de Stryker, mais je vous explique le principe derrière leur démarche parce qu'il est bon, puis d'autres gens que Stryker aussi pourraient embarquer là-dedans. Du matériel chirurgical, uniservice, très dispendieux. Au lieu de le mettre aux poubelles, on peut le mettre dans une boîte Stryker. Il retourne à une usine qui est dédiée au reprocessing du matériel uniservice, puis en faire un nouveau, là c'est le même device, on a un device qui est de nouveau prêt à être utilisé avec un taux de non-fonctionnement qui est inférieur à l'utilisation initiale. Donc, ce n'est pas zéro le taux de non-fonctionnement, mais l'outil uniservice non plus, ce n'est pas zéro le taux de fonctionnement. Donc, leurs taux sont semblables ou meilleurs à l'utilisation initiale. C'est un facteur très important parce qu'on ne veut jamais sacrifier la qualité des soins. Donc, eux, ils collectent les données pour démontrer ça, sinon les gens ne l'achèteraient pas. Puis ensuite, le même outil chirurgical ou médical peut resservir 3, 4, 5 fois avec une diminution proportionnelle de son empreinte.
Ça, c'est une piste, en tout cas en médecine clinique, dans laquelle le CHUM est en train d'embarquer. Et moi, j'ai une question un peu provocante. Si je regarde l'analyse les analyses que vous avez montrées, tant l'INRS que le CIS de Laval, mais surtout l'INRS, on met beaucoup d'efforts pour calculer scope 1, scope 2, scope 3 qui est compliqué. Si on changeait simplement un peu, nous les chercheurs, nos habitudes de déplacement, en particulier nos déplacements en congrès en avion, on aurait un effet considérable. Relativement, je ne dis pas que c'est simple à faire, mais c'est simple à calculer beaucoup plus que les impacts. Donc, est-ce que ça ne rend pas l'exercice presque un peu, je ne veux pas dire futile, mais de vouloir tout calculer en détail, alors qu'on sait que le gros fruit mûr, il est là, puis il faut juste qu'on s'attaque comme en tant que système académique à cette habitude qu'on a de se retrouver à 15 000 à San Diego une fois par an. Je vois que vous avez très, très bien compris ma référence. Je suis vraiment heureux d'entendre cette question-là. Et là, je vous dis, OK, pour baisser les GRS, il faut mesurer, diminuer, compenser. Mais le fait est que d'autres ont mesuré avant nous, puis nos résultats vont ressembler en bonne partie aux résultats des autres. Puis on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire en grande partie pour réduire certains hotspots de génération de GES, puis on n'a pas besoin nécessairement d'attendre les données pour agir. Par contre, moi, ce que je vois à date, c'est qu'en l'absence de données, souvent la gestion et la motivation sont très imparfaites. Donc, mon expérience est limitée, c'est que générer ces données-là, c'est quand même utile parce que les gens pensent que c'est un problème, mais pas nécessairement leur problème. Puis le voyage en avion en recherche, c'est un très bel exemple de ça. Je suis certain que la majorité des chercheurs, avant que ça sorte ça pour la première fois, ne voyaient pas leurs émissions de GES comme ça, ou les émissions GES de tout l'organisme auquel ils participent, là, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à l'Université de Montréal aussi, etc. Puis, je sais que les gens sont très attachés à ces voyages-là. Donc, je ne veux pas arriver ici et dire que ce n'est pas bon les voyages, puis c'est pas bon se promener en avion. Mais de un, probablement qu'il faut commencer à réfléchir à une façon d'avancer en recherche puis dans les autres sphères sans nécessairement avoir besoin de le prendre aussi souvent parce que la réduction de GES va être proportionnelle. Puis, deuxièmement, ultimement, nos émissions Scope 3, c'est les émissions Scope 1 de l'aviation. Puis, il faut se tourner à un moment donné vers l'aviation et leur dire, si vous voulez continuer à faire fonctionner de façon durable, sustainable, bien, il faut que vous changiez complètement l'origine de l'énergie que vous utilisez pour faire fonctionner votre avion. Mais quand on ne le compte pas, bien, on est moins en train de penser à faire pression sur eux. Mais c'est vrai qu'un voyage transatlantique, c'est probablement assez de fourchettes en plastique pour manger toute sa vie là, avec la fourchette. Bon, merci. Puis je ne questionne absolument pas, évidemment, l'utilité de recueillir les données, mais c'est juste qu'il me semble qu'on a une piste d'action tellement évidente devant nous. Avant que je redonne la question à la salle, il y avait deux autres questions sur le chat. Comment envisagez-vous de vous assurer de la mobilisation du personnel pour participer à ce changement? Peut-être Marie peut répondre. Merci pour la question. J'aimerais avoir l'ambition d'avoir toutes les réponses à cette question. Je ne les ai pas, mais nous allons les chercher. Nous allons les trouver. Donc, aujourd'hui est une première étape. L'info CHUM que vous allez recevoir très bientôt, qui va vous inviter à participer à ce sondage de la RTM, en est une autre. Et les gouttes comme ça vont s'ajouter. Le saviez-vous que de l'animalerie en est une autre, très concret là, dans les prochains jours. En parler, en être conscient, ne pas laisser notre cerveau partir dans le déni, là, comme Dr. Williams en a beaucoup parlé, va être
une partie de la solution aussi. Et si vous avez des suggestions, merci de me les transmettre. J'arrive, Emmanuel. Vas-y. Au niveau des dépenses énergétiques et des transports. Mais c'est possible que ces deux composants-là soient surestimés parce que les autres, on n'est pas capable de les comptabiliser comme il faut. Notamment pour ces biens de services, qui ont beaucoup plus difficiles à quantifier. Parce que j'imagine que pour enlever une instrument qui fonctionne, inclut également toutes sortes de composés, différents composés qui se proposent. Eux-mêmes ont un impact, ils sont aussi fabriqués par des gens qui eux-mêmes voyagent comme l'avion, on a l'idée que les dirigeants de ces compagnies-là ont aussi des avions. Je me demande si on quantifie réellement ces deux questions-là, et finalement, leur importance ne serait pas plus grande que celle qu'on estime présentement. Alors, Emmanuel Broquian nous suggère qu'il y a peut-être un biais dans la mesure où notre consommation de biens et services, enfin le calcul de l'émission de GES lié à la consommation de nos biens et services sous-estime tous les impacts indirects du producteur, des gens qui travaillent chez le producteur, etc. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Oui. Oui. Alors, il y a deux parties que moi je vois à cette question-là. C'est premièrement, est-ce qu'on sous-estime les émissions faciles à mesurer dues au transport des employés, au déplacement professionnel, puis à l'utilisation d'énergie fossile dans nos bâtiments, versus les biens et matériaux puis le reste du scope 3 qui on le sent, là, c'est plus difficile. Alors, la valeur absolue des émissions générées par le scope 1 puis les transports, je ne pense pas qu'on peut mettre en doute ces chiffres-là, ils sont bons. La proportion qu'occupent ces quantités d'émissions-là dans le total d'un bilan essentiellement imaginaire là, de toutes nos émissions, elle serait certainement plus faible. C'est pour ça que j'ai fait attention de préciser que le scope 3, c'est 15 choses, mais quand les gens font leur bilan GES, souvent, ils ne nous donnent pas une mesure complète des 15 aspects du scope 3, soit parce qu'ils ne s'appliquent pas, ça c'est OK, soit parce qu'ils sont très difficiles à calculer, puis on investit dans une partie de ce calcul-là. Donc, les bilans qui incluaient un scope 3 que je vous ai montré, souvent, ils incluaient 2 ou 2,5 des 15 aspects du scope 3. C'est vrai que plus on en inclut, plus le scope 3 vient prendre de la place. Malgré ça, vous avez vu pour le 6 de Laval, eux, ils ont inclus l'achat de plusieurs biens, dont les aliments, les dispositifs médicaux, les médicaments. Puis, ça a pris une grande partie de leur bilan GES. Donc, c'est vrai que c'est une part non négligeable de notre bilan qu'on va pouvoir régler en partie nous-mêmes, mais que les gens qui nous fournissent ces biens et services-là vont devoir eux aussi travailler ultimement. OK, on va prendre une dernière question en ligne. Question candide de Bruno Geoffroy. Si jamais le CHUM souhaite remplacer son chauffage au propane par de l'électricité issue de nos barrages québécois, une énergie réputée propre, est-ce qu'une analyse de cycle de vie est déjà disponible dans la littérature? La construction des barrages hydro a un impact assez important dans la production de GES, me semble-t-il. Bon, là, on commence à s'éloigner de mon champ d'expertise, mais oui, normalement, en fait, l'hydro produit 2 chiffres. Un gramme par kilowattheure en analyse de cycle de vie, donc qui inclut tous les aspects dont on vient de parler. L'autre, c'est 1 gramme juste dû à la production, sans considérer tout le reste des émissions qui sont venues de la construction de ces barrages-là, qui sont souvent maintenant assez âgés, puis les réservoirs
sont déméthanisés, là, les arbres qui ont été engloutis ont fini de pourrir, etc. C'est le coût en analyse de cycle de vie qu'on utilise, nous, pour notre calcul Scope 2. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que les émissions reliées à l'utilisation directe de combustibles fossiles pour chauffer un bâtiment. C'est incomparablement moins. Puis la solution technique pour pouvoir décarboniser complètement le chauffage du bâtiment au Québec, qui est déjà à 85% électrique, seulement 15% fossile. C'est ça les chiffres au Québec. C'est l'efficacité, puis l'utilisation massive de la technologie thermopompe. Donc, pomper de la chaleur d'un endroit à un autre, ça coûte moins d'énergie en général que créer cette façon-là, cette chaleur-là, avec de l'électricité qui est passée dans quelque chose de résistif. Merci. Toute dernière question de Chantal Corriveau. Serait-il possible de faire une comparaison des années 20 et 21 dont les conférences étaient principalement virtuelles versus les déplacements actuels et à venir? Oui, ce serait effectivement une belle expérience naturelle. Ça, c'est une belle question de recherche. Je sais que la chercheure avec qui j'ai communiqué à l'INRS, eux, ils ont un projet qui n'est pas exactement la même chose, mais ils regardent le télétravail. Ce qu'elle a présenté, quand je l'ai vu présenter, c'est qu'on se dit « Ah, c'est bien, le télétravail, on ne se déplace pas, donc on génère moins de GES. » Mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui ont profité de la mode du télétravail pour s'éloigner de leur lieu de travail, s'en aller vers un endroit où la dépendance au transport solo mécanisé est plus grande, avoir des maisons plus grandes, donc qui consomment souvent plus d'énergie. Puis, ben, après ça, ils utilisent des devices électroniques qui ont un impact pas zéro non plus, puis sont obligés de s'en acheter pour pouvoir faire leur télétravail. Donc, à l'INRS, il y a un projet de recherche en cours pour examiner ça, voir si, en bout de ligne, on est si gagnant que ça avec le télétravail ou pas. Probablement que la réponse, ça dépend comment on fait notre télétravail, puis qu'est-ce qu'on fait avec le reste de notre vie quand on tombe en télétravail. Puis j'imagine qu'il doit se faire quelque chose de comparable pour le congrès scientifique, mais là, je lance la balle dans votre camp à développer votre expertise dans ce type de littérature. Merci beaucoup. Très intéressant. Et puis, c'est vraiment une conversation qui ne fait que commencer, par réelle nécessité pour nos enfants et les suivants. J'ai une suggestion. Je trouve qu'un outil qui manque souvent, et peut-être que c'est une suggestion pour notre comité, c'est des bons outils fiables pour mesurer notre propre consommation de GES domestique. Je ne parle pas de... Mais si on veut commencer quelque part, il faut le mesurer. Puis je vois les outils au niveau professionnel hein, ou institutionnel, mais qu'est-ce qu'on peut faire chez nous simplement déjà pour faire le bilan, puis ouais, ce serait utile. Si dans une des prochaines communications du comité, si vous avez des suggestions, ce serait très utile. Alors un très grand merci à vous deux, et puis merci à toutes et tous en ligne et dans la salle, et on se retrouve pour la prochaine conférence sans déplacement. Enfin, sans déplacement.